sans plus attendre, l'émission politique. Les représentants de la profession, je crois qu'on les voit tous les quatre ensemble qu'à un seul événement, c'est la convention Cégide chaque année. Donc merci à eux de venir. Il y a Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, que je vous demande d'applaudir, il va nous rejoindre. Charles-René, bienvenue. Denis Barbarossa, président de l'IFEC, welcome. Lionel Canesi, vice-président de CF. Et Jean Devreton, membre du bureau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, représentant le président Jean Bouchot. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Pour que ce soit clair, parce qu'on a des nouveaux, alors je ne sais pas s'ils vous connaissent ou pas, éventuellement présentez-vous. Très succinctement, mais au moins ce sera fait. On a la moitié de nouveaux qui viennent cette année. Ils ne venaient pas il y a 2 ans. Et voilà. Bon, alors, ils sont experts comptables, hein, mais ils ne vous connaissent pas nécessairement. Alors, je m'appelle Charles-René Tandé. Je suis le récent président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et j'ai un cabinet à Strasbourg. Voilà. Parfait. Rapidement présenté. Ça, c'est fait. Denis Barbarossa, je suis le président de l'IFEC, syndicat majoritaire de la profession. Nous regroupons 3800 adhérents, 70% de la profession syndiquée chez nous. Est-ce que vous l'entendez? J'ai l'impression... le micro, il faut monter un peu les micros, mes amis de la régie. Voilà, merci. Donc Denis Barbarossa, je suis le président de l'IFEC. J'ai pris la succession de Charles-René lors de son accession au Conseil supérieur. J'ai le plaisir de fédérer 3800 adhérents. Je suis donc le représentant du syndicat majoritaire de la profession. 70% des syndiqués de la profession sont chez nous. Et ces 3800 adhérents représentent aujourd'hui 35 000 collaborateurs de cabinets et 600 adhérents qui n'ont aucun collaborateur et donc qui représentent des cabinets qui ont fait un choix stratégique, soit de niche, soit d'être seul, d'exercer de façon solitaire. Donc voilà, c'est un grand plaisir que de représenter ces cabinets, des plus petits aux plus grands, qu'on nous reproche trop souvent, mais je suis heureux de pouvoir faire le lien entre tous ces cabinets. Denis Barbarossa, c'est dit. Lionel Canesi. Oui, donc Lionel Canesi, merci pour la minute pub. Donc je suis le président de l'Ordre des experts comptables de Marseille-PACA. Donc depuis décembre. Et j'ai le plaisir de représenter Mohamed Lakila, donc, qui est notre président national, qui ne peut pas être là puisqu'il est à l'Assemblée aujourd'hui. Vous savez qu'il vient d'être élu député. Donc j'ai le plaisir de le représenter. Alors je ne suis pas vice-président, hein, je suis membre du bureau. Et donc j'ai le grand plaisir de le représenter. Donc ECF, c'est le syndicat de la profession libérale qui défend l'ensemble des libéraux de la profession. Voilà. L'ambiance est électrique. Mais je crois qu'ils vous aiment comme leurs enfants à parité, hein, car ces gens-là ont grand cœur. Le commissaire aux comptes, il a le droit d'être ici, même s'il est différent. Absolument. Hein. C'est pas le même que les autres, mais il nous fait l'amitié de venir. On est ravis de l'avoir. Le seul qui a un costume clair, quand même. Mais c'est pour ça, il y a à côté, c'est le gentil petit canard. Voilà. Donc Jean Devreton, je suis expert comptable quand même, puisque je suis un fidèle des belles conventions de Cégide depuis quasiment le début. Mais aujourd'hui, donc, je suis expert comptable à Avignon. Je suis par ailleurs le président de la compagnie des commissaires aux comptes de Nîmes et membre du bureau de la compagnie nationale où je suis le trésorier, donc je m'occupe là aussi des sous. Et donc je représente notre président national Jean Bouchot qui était dans une autre assemblée aujourd'hui et qui n'a pas pu rester alors qu'il était présent hier soir. Voilà. Alors, merci pour ces précisions. On a 4 sujets à partager avec vous, puisqu'on y réfléchit depuis hier matin, enfin formellement ici, mais enfin bon, ça saisit un peu tout le monde. Le premier, c'est la mutation technologique qui environne les cabinets. Le deuxième sujet, c'est le positionnement de ces cabinets et la façon dont ils vont éventuellement revoir leur positionnement sur le marché. L'injonction qui consiste à dire faites plus de conseils. Les enjeux humains. C'est un peu nos 4 sujets. J'en ajouterai un 5e. Ce 5e sujet, c'est comme vous exercez tous des fonctions politiques représentatives, c'est votre vision de la législature qui arrive et de votre rapport au ministère de l'économie pour les 3 premiers et au ministère de la justice pour le dernier, puisque ce n'est pas les mêmes ministères de tutelle. Alors je commence très vite sur
numérisation, ubérisation, technologie, cette arrivée encore plus évidente de l'informatique dans vos métiers et la nécessité du changement. Ça vous inspire quoi à vous? Oui, il ne faut évidemment pas quand même confondre et mélanger numérisation et ubérisation. Nous plaidons pour évidemment lutter contre l'ubérisation dans notre profession, mais la numérisation, ça c'est inéluctable. Et je dirais même que c'est une opportunité, je pense que ça a dû être dit pendant ces 2 journées, c'est que finalement, les tâches matérielles qui sont déjà en partie supprimées, parce que c'est déjà en marche depuis un certain temps quand même, eh bien, finalement, ça va être l'opportunité pour mener d'autres missions. Par contre, l'ubérisation, ça, c'est une menace qui peut peser sur nos cabinets, et c'est pour ça qu'il faut quand même faire toujours très attention à garder la maîtrise du système d'information. C'est ce qu'on plaide en permanence auprès de nos confrères. L'enjeu, il est là. Évidemment, je suis ici dans une convention Cégide, partenaire historique de la profession, qui a également cette vision de ne pas être entre nous, dans la relation entre l'expert comptable et l'entreprise. Ce n'est pas obligatoirement le cas de tous. Et donc, moi, j'alerte, et j'ai toujours alerté dans les dernières années, quand j'avais la position de Denis Barbarossa aujourd'hui, c'est de vraiment alerter nos confrères. Attention à l'ubérisation, nous ne sommes pas à l'abri, mais c'est nous qui sommes maîtres de notre destin en la matière. Denis Barbarossa, vous êtes obligatoirement d'accord avec le président du Conseil de l'Ordre des experts comptables ou pas? Parce qu'il y a une espèce de filiation quand même entre l'ancien IFEC et l'IFEC actuel. J'imagine qu'il y a une concordance de vues, ou alors non? Je partage pleinement le point de vue de Charles René. J'ai eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années à ses côtés. Évidemment que je partage tout à fait son point de vue. Je dirais même plus aujourd'hui, nous sommes à une ère en fait, qui facilite grandement en fait, les travaux pour les cabinets. Le numérique n'est pas complètement nouveau. Aujourd'hui, il est plus accessible, c'est un fait et c'est évident. On a tous une capacité beaucoup plus facile aujourd'hui à acquérir simplement des outils permettant d'accélérer en fait, les processus au sein du cabinet, permettant d'accélérer et de faciliter la comptabilisation des écritures via la dématérialisation, mais ces outils ne sont pas nouveaux sur le fond. Ça fait quand même 10 ou 15 ans que les outils aujourd'hui existent et il faut quand même avoir en tête que la profession sur ces sujets n'a pas toujours été très moteur et a parfois un petit peu tardé en fait, à mettre en œuvre les bons outils qui auraient permis de gagner en productivité et qui auraient peut-être permis de développer des missions de conseil, mais je laisserai le président évoquer ces sujets de missions de conseil sur lesquels on est attendu, et je me permettrai de dire qu'on est peut-être un peu plus attendu sur ces missions de conseil que sur la mission qui est évoquée M. Cohen d'accompagnement sur les contraintes fiscales. L'expert comptable est un facilitateur de croissance. Un accompagnateur à la croissance de l'entreprise, il n'est pas là pour libérer de contraintes. Enfin, évidemment que ça fait partie de notre mission première, mais l'image première de l'expert comptable est quand même d'accompagner le client à grandir, à faciliter sa croissance, à maîtriser les flux, puisque nous sommes effectivement au cœur des flux de nos clients aujourd'hui. Nous sommes là pour acquérir des flux, les traiter et les restituer. Certes, à l'administration fiscale, mais aussi aux partenaires de nos clients, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient ses clients, qu'ils soient ses actionnaires. Nous avons aujourd'hui une grande ambition pour les clients qui est de les accompagner à grandir et à croître quand effectivement leurs marges ont tendance à largement se comprimer. Donc à nous de les accompagner pour mettre en place les bons outils, rester au cœur des flux parce que nous avons une maîtrise importante du système d'information. Nous connaissons les outils d'entrée de nos clients, qu'ils soient caisse enregistreuse pour certains, qu'ils soient des logiciels informatiques, qu'ils soient en SaaS ou qu'ils soient sur des PC physiquement. Nous avons une matière à traiter aujourd'hui importante et de plus en plus variée. On parle d'une facture papier, d'une facture numérique, on parle d'un email. Aujourd'hui, le sourcing de la pièce sont nombreux. Profitons des outils pour justement améliorer nos process aussi au cabinet et accompagner les clients à leur rendre une information beaucoup plus live qu'aujourd'hui où nous tardons un peu trop à rendre une information financière pertinente pour nos clients, puisque trop souvent, quand on leur rend l'information financière, ils ont déjà attaqué 4, 5, 6 mois de l'année suivante. Donc il est peut-être un petit peu tard aussi pour récupérer le retard accumulé. Lionel Canesi, vous êtes d'accord avec vos amis d'IFEC? En fait, les enjeux du numérique, il y en a plusieurs. Le premier enjeu, c'est de réussir la transition numérique pour tous. Donc de faire en sorte qu'aucun cabinet du pays ne reste sur le bas-côté de la transition numérique. Donc comment informer, comment expliquer au cabinet là où on va dans quelques années et comment chacun ait un plan stratégique d'organisation de son cabinet. Ça, c'est un point important. On parle déjà de factures numériques, de bulletins de salaire numériques, mais ces questions vont engendrer des problèmes de sécurisation,
des problèmes de signature électronique. Donc, quel est l'original? Comment être sûr que le document électronique que j'ai est un original? Donc, on parlera de coffre-fort numérique, d'archivage, etc. À l'image, pour l'archivage, de ce que font les notaires à Venelle avec le fichier des dernières volontés. Et puis, il y a un enjeu dont on ne parle pas souvent et qui, à mon avis, l'enjeu capital, c'est le client. La transition numérique, elle concerne les cabinets, mais elle va concerner aussi les clients et notre relation avec nos clients. Fini dans quelques années la boîte à chaussures où le client venait nous amener les papiers et ce moment constituait quelque part le moment privilégié où on rencontrait le client. Il venait nous voir avec sa boîte à chaussures, il venait au cabinet. Ça va être terminé. Donc on va avoir à inventer un nouveau lien avec le client. Les factures arriveront numériquement. On appuiera sur un bouton, on récupérera les factures vers des concentrateurs, dans des coffres-forts numériques, etc. C'est déjà un peu le cas, non? C'est déjà le cas. On commence déjà avec les box, on y est. Mais on est au début de ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir à penser tous dans nos cabinets quelle va être la relation future avec le client. Quel est le point d'entrée? Parce que c'est bien de parler de conseil, on veut tous faire du conseil, mais pour faire du conseil, encore faut-il qu'on ait des clients. Et aujourd'hui, les clients viennent nous voir pour la production de base. Donc cette partie-là, si ce lien disparaît ou si ce lien change, il va falloir qu'on réfléchisse à comment redonner de l'information à nos clients pour garder ce lien et cette récurrence. C'est ça aussi qui est capital. Et puis le dernier enjeu, on va parler après de cette partie-là. Et puis le dernier enjeu, mais je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est aussi nos collaborateurs et c'est la conduite du changement. Quels seront nos futurs collaborateurs? Quelles seront leurs missions? Il faut qu'on commence à réfléchir au cabinet de demain, à former nos équipes aussi pour qu'elles soient prêtes à rendre les services que nous aurons décidés dans le cadre de ces plans stratégiques pour nos cabinets. Je peux vous dire que les experts comptables stagiaires sont sur les rangs. C'est-à-dire qu'ils ont des revendications. Mais ils ont raison. Il y a un Che Guevara de cette génération-là. Il est venu hier et il a revendiqué, le travailler autrement. On y reviendra dans les aspects de conduite du changement, de management, qui sont directement liés peut-être à des repositionnements sur les métiers et les expertises. Jean Dreuveton, vous êtes loin de tout ça? Les commissaires aux comptes vont bien? Se posent pas de questions sur leur métier? Si, beaucoup. A priori, l'ubérisation, on est peut-être un peu moins concerné. En revanche, nous, on arrive après ou dedans, c'est-à-dire dans le moteur, puisque notre job, c'est de vérifier que tout passe bien dans la comptabilité, notamment, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent s'évaporer et que le numérique n'a pas de faille. Et j'étais à Paris avant-hier soir, là, après quelques réunions à la Compagnie nationale, et je me suis arrêté pour casser la croûte dans une brasserie, et j'avais à côté de moi deux jeunes avachis dans des fauteuils avec des jeans troués, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas chers au demeurant. Des jeunes avachis. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous m'étonnez. Voilà. Donc ils mangeaient en buvant leur bière au goulot, c'était intéressant. Donc moi j'étais seul, j'avais deux solutions, soit je faisais le numérique, je jouais sur mon iPhone, mais j'ai préféré regarder. Donc j'ai écouté un petit peu ce qui se passait à côté, ça se fait pas. Mais en même temps, quand on est auditeur, c'est un peu normal d'aller écouter ce qui se passe à la table à côté. Vous avez audité le jeune. Voilà, je l'ai écouté, et en fait ces deux jeunes-là, qui devaient avoir 30 ans, après quelques minutes, j'ai compris que c'était des start-upers, puisque je pense que c'est le terme adapté, des jeunes qui avaient leur boutique, qui étaient dans de la vente par Internet, visiblement, et ils étaient dans une grande conversation sur finalement la sécurisation de leur système, de leur business. Et il y en a un, il était les patrons, alors je ne sais pas lequel était le patron de l'autre ou associé. On les reconnaît plus. Voilà, donc là c'était très compliqué. Et l'autre d'expliquer qu'il avait quelques doutes, donc il a checké toute la base de données pour matcher, voir si ça matchait avec les bons de livraison, les bons de commande, les cartes bleues, etc. Et puis, donc en 5 minutes, il a trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc. Alors, et à ce moment-là, vous vous êtes évanoui. Alors là, je me suis dit, on a quand même pas mal de chemin à faire, parce que là, c'était le patron qui parlait. Il maîtrisait à 100% la nouvelle technologie. Nous aussi, bien entendu. Mais je ne suis pas sûr que tous nos collaborateurs, par rang d'âge, aient aujourd'hui la compétence pour aller affronter ces clients, j'allais dire de demain, mais non, d'aujourd'hui carrément. Donc tout le challenge pour nous, les commissaires aux comptes, il va se situer à ce niveau-là. C'est d'avoir les outils, les compétences, le talent. Et là, c'est l'attractivité. Pour le Che Guevara, ça pourra peut-être l'intéresser, puisqu'on va avoir besoin de nouveaux talents dans les cabinets d'audit aussi. Et c'est tout l'enjeu de l'attractivité de la profession, et ça peut être un truc sympa. J'ai dit Che Guevara, mais c'est le président de l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Donc c'est quelqu'un à mi-chemin entre Che Guevara et déjà Fidel Castro.
J'y reviens sur les notions de métier. Nous, ça fait 1 jour et demi qu'on dit, grosso modo, c'est Cégide qui nous dit, il y a une automatisation, regardez ce qui se passe chez les Américains, même s'ils n'ont pas exactement le même métier que vous, c'est en train de bouger. Cette automatisation produit des repositionnements, une segmentation des clientèles. Est-ce qu'on peut rester éternellement généraliste? Est-ce qu'on doit se spécialiser sur des secteurs? Et la notion de la nécessité de faire du marketing est arrivée comme un des sujets de notre convention. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous devez, vous, expert comptable, investir plus dans la com produit, enfin dans la com client et dans le marketing? Alors vous avez prononcé un mot, je crois que j'emploie très souvent en ce moment, c'est la spécialisation. Bon, donc je vais répondre là-dessus. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ce sont des choix de stratégie de cabinet. Et bien évidemment, notre diplôme continuera à être un diplôme de généraliste et on devra traiter évidemment toujours ce qui a été appelé tout à l'heure par Elie Cohen, toute la contrainte réglementaire, fiscale, sociale, tout ce que l'on veut. Il y aura toujours besoin de l'intervention humaine après des automatisations d'écriture comptable. Ce n'est pas parce que l'écriture est automatisée qu'il n'y a quand même pas d'intervention de l'expert comptable. Donc je crois que ça, on aura quand même encore, en tout cas pour un certain temps, cette base commune. Mais je crois qu'il est important aussi d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, ça c'est le côté interne pour notre profession, mais surtout et avant tout, c'est de rendre service à l'économie du pays. Ce qui est important, c'est que le conseil que l'on doit apporter à nos entreprises, c'est celui qui va générer de la croissance. Le chiffre d'affaires du conseil en France est 4 fois moins élevé qu'en Allemagne. Il faut s'interroger sur la performance de nos entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire chez nous? Et qui est le mieux placé pour permettre à ces entreprises d'être plus performantes? C'est ça l'enjeu aussi. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le reste. Mais ce qui est un peu injuste, c'est que le conseil, vous le faites. C'est du vrai conseil en plus. Mais il y a deux natures de conseil. Il y a du conseil courant que l'on fait déjà depuis longtemps, qu'on ne valorise pas toujours. C'est pour ça que c'est le thème du congrès d'ailleurs qui se tient à Lille cette année. C'est de mettre en place des process dans nos cabinets sur le conseil courant pour qu'il soit également mieux identifié et mieux valorisé. Parce qu'on téléphone, moi je l'appelle, mon expert comptable. Mais ça, c'est bon. Je l'emmerde au moins 1 fois par semaine avec des mails, il perd du temps. Il perd du facturation. temps et 0 facturation. C'est super pour vous. Oui, pour moi, oui. Mais moi, je pense à l'économie du pays également. Et là, je parle de conseils à beaucoup plus forte valeur ajoutée, mais qui nécessitent des compléments d'acquisition de techniques également. Quand on parle d'évaluation, par exemple, de transmission, si je reste sur l'évaluation, je le prends souvent ce cas-là parce que c'est précis. Il y a des normes internationales d'évaluation. Qui a suivi les formations correspondant à ces critères, ces normes internationales? Mais pas grand monde. Et on a en face de nous des gens en dehors de la profession qui le font et qui, certains, je le disais ce matin à une assemblée où j'étais, mettent à la fin de leur rapport experts comptables inscrits. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus inscrits à l'ordre réellement. Je ne veux pas dire que ce sont des illégaux, mais presque. Mais ils sont tout à fait satisfaits de dire qu'ils avaient quand même eu le diplôme d'expertise comptable. Et ils sont en dehors de la profession aujourd'hui. Notre profession, elle doit reconquérir ses parts de marché. Mais au-delà de la reconquête, je dis qu'on doit accroître le marché global du conseil. Et c'est par des compléments aussi de formation qu'on y arrivera. Et c'est ça aussi l'enjeu. Et ce n'est pas parce qu'il y aura de la spécialisation qu'on éliminera le reste. Denis, comment on s'y met? Si on doit le faire, le président de l'ordre d'experts comptables dit il faut le faire. C'est à l'ordre du jour de notre prochain congrès. 3 conseils pour s'y mettre. Adhérer? Non. Si vous êtes d'accord, parce que si jamais vous n'étiez pas d'accord, vous ne donnez pas les conseils. Je suis évidemment tout à fait d'accord et j'ai d'ailleurs les outils en fait, pour nos adhérents et pour tout le monde, pour la profession, puisque nous sommes tous convaincus ici, et ça fait donc quasiment 10 ans à l'IFEC qu'on travaille énormément sur ces sujets d'accompagnement en fait, du cabinet à mettre en œuvre des réformes importantes et à accompagner au mieux ses clients. La révolution numérique qu'on évoque, que vous évoquez, Cégide, depuis 1 journée et demie, que vous évoquez déjà depuis très longtemps aussi dans vos tours de France, Cégide d'honneur, tous les cabinets aujourd'hui s'interrogent sur les modalités pratiques de mise en œuvre au sein de leur cabinet.
Aujourd'hui, on ne sait plus très bien quel logiciel prendre, comment faire pour accompagner au mieux ce client, comment être plus efficace pour ses collaborateurs, comment les conserver, parce que déjà les recruter devient difficile, les conserver est encore un autre challenge aujourd'hui. Donc à l'IFEC, nous avons mis en place une réflexion stratégique importante sur l'accompagnement des cabinets étape par étape. Donc on a mis une petite fusée en place. Ce premier étage de la fusée, c'est l'accompagnement des cabinets au quotidien. Et donc pour ce faire, nous avons lancé un road tour, le road tour numérique. Et donc on parcourt la France, on parcourt les sections. Et nous sommes riches de 27 sections à l'IFEC. Donc on a des sections dynamiques qui se sont engagées en fait aux côtés de leurs adhérents sur les territoires. Et donc nous allons, région par région, expliciter le numérique sur 2 niveaux. Le premier, en fait, c'est dans son ensemble. Qu'attendent les clients? Quelles sont les attentes aujourd'hui des utilisateurs? Quelles sont les avancées du numérique? Vous pouvez demander des transparents à Cégide, parce que là-dessus, nous, on a des trucs. Alors, on est passé au PowerPoint un peu après, bon, transparent, mais on peut... J'ai pas entendu la fin. C'est parce Il semblerait que c'est mieux. Il écoute RTL. Qui disait? Il écoute RTL. Ah, d'accord. Et donc, on a effectivement un consultant qui nous accompagne dans ce Tour de France, qui explicite en fait aux consorces des confrères l'attente du client. Deuxième étape, nous avons un de nos confrères qui préside la commission innovation de l'IFEC, qui explique ce qu'il a fait dans son cabinet pour faciliter en fait au quotidien l'acquisition documentaire, la numérisation. Comment est-ce qu'il a accompagné ses collaborateurs? Comment est-ce qu'il a géré cette transition numérique en interne et ce projet de cabinet de mutation sur 2 années en fait, étape par étape, et il partage avec nous au quotidien, et donc ça permet à tout le monde de prendre conscience que ce n'est pas une question de petit, c'est pas une question de moyen, c'est pas une question de gros, c'est une question de volonté. Si on a envie de passer au numérique, c'est pas très compliqué, il y a des outils pour se faire accompagner, et nous mettons en place ces outils. C'était pas tant cette question de passage au numérique que la question de savoir si on fait du conseil et comment on en fait. Et donc ça, c'est le 3e étage de la fusée. D'accord, ok. Le 2e étage de la fusée, c'est d'accompagner effectivement les cabinets. Le 3e étage est de se dire que grâce aux outils que nous avons proposés aux adhérents, ils ont la capacité aussi demain de mieux préparer leurs clients et de les accompagner également dans cette transition. Nous sommes aujourd'hui le premier conseil et souvent l'unique conseil dans les TPE et les PME. 70% des entreprises et des associations en France font appel à un expert comptable. Nous touchons 2 500 000 entreprises et associations. 2 500 000 entreprises qui, trop souvent, n'ont pas d'autres conseils. Nous avons une chance phénoménale, nous avons 15 000 conseillers et confrères, 15 000 cabinets qui sont 15 000 points de contact sur les territoires. Ces 15 000 points de contact aujourd'hui, nous en avons autant à la Poste. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si ce conseil il est fait par les experts comptables ou s'il est fait par des concurrents. Si on laisse un champ vide, évidemment que nous aurons des concurrents, et évidemment que la Poste, qui est en pleine mutation, qui réussit sa mutation, s'emparera d'un marché parce qu'elle a deux questions, la Poste. Soit elle fait du B2B, elle prend nos clients, soit elle fait du B2C, elle prend les personnes âgées, s'occuper des pilules. Donc, on a un vrai marché à aller chercher. Nous avons aujourd'hui des outils qui permettent d'accompagner les cabinets pour mettre en œuvre cette transition d'une part et pour délivrer un premier conseil numérique. Soyons le conseiller numérique des entreprises. On a un marché colossal sur le flux de données. Si on sait rester au cœur de ce flux, nous saurons accompagner les entreprises, nous saurons rester indispensables pour de bien meilleures raisons que le déclaratif. Lionel Canesi, par exemple, on a eu un exemple ce matin sur la loi antifraude. Et sur les réglementations en général, on dit bon, soit les réglementations on les subit, soit on les utilise pour aller faire du conseil. Mais très souvent, le conseil est implicite, il n'est pas facturé, l'offre pas formalisée, et finalement le client continue à payer la tenue de ses comptes. Et puis, et en même temps, il a du conseil en même temps. Ce passage au conseil formalisé avec une offre, on a eu des exemples de cabinets qui arrivaient à dire, ben voilà, il y a plusieurs corbeilles et puis on arrive à facturer et on fait effectivement du marketing pour faire du conseil. Comment s'y prendre? Vous avez une vision, vous, là-dessus? Il y a 2 sujets dans ce que vous dites. Premier sujet, la réglementation à outrance. Est-ce que c'est une crainte pour la profession? C'est plutôt bien. Alors, c'est un de nos paradoxes quelque part. C'est-à-dire qu'on se plaint en permanence de la complexité, mais on en vit aussi. Donc, moi, je veux bien qu'on simplifie au maximum, mais il faut toujours qu'on reste des experts comptables et qu'on ait toujours notre métier. Par contre, la problématique, c'est qu'à force de subir tous ces transferts administratifs des différentes administrations, un expert comptable, il vend du temps. Et il a de moins de temps. Ses collaborateurs ont moins en moins de temps. Donc pouvoir développer du conseil, quand on passe énormément de temps sur de l'administratif et des transferts administratifs, c'est très compliqué. Donc c'est là aussi où on a un enjeu dans l'organisation de nos cabinets. Est-ce que le numérique va nous aider à, quelque part, à numériser, à digitaliser, à avoir plus de productivité sur toutes ces tâches à basse valeur ajoutée,
de façon à gagner du temps pour aller faire du conseil. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps dans les petits cabinets ou dans les cabinets de moyenne taille de dégager du temps pour aller faire du conseil et le valoriser. D'où votre remarque tout à l'heure sur, voilà, on fait le boulot, on fait le conseil peut-être à la va-vite parce qu'on n'a pas le temps de le formaliser. Pour facturer un conseil, il faut le formaliser. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de cette formalisation. Donc c'est là où tous, on doit réfléchir. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il faut ou pas faire du conseil. C'est évident qu'il faut y aller. Mais pour y aller, il faut avoir le temps matériel pour le faire. Et c'est ça vraiment l'enjeu du numérique aussi. C'est est-ce que le numérique va nous faire gagner du temps pour organiser nos cabinets et derrière pouvoir faire du conseil, le valoriser et le facturer. Jean Dreveton, votre regard, vous, sur ces positionnements, sur ces évolutions de métier, sur la manière dont on s'y prend? Alors, d'un point de vue des commissaires aux comptes, le conseil est interdit. Donc, j'allais pas dire que ça m'arrange. Au contraire, parce qu'en fait, on s'aperçoit que notre mission dans les entreprises, et notamment dans les petites entreprises, a du mal à être perçue, puisqu'on n'a pas le droit d'aller faire des déclarations, bien évidemment, ou apporter des conseils précis. Et donc, si on n'explique pas aux chefs d'entreprise ce que nous faisons, si nous n'apportons pas de la valeur ajoutée à la mission légale, puisque c'est une mission légale, on s'aperçoit que petit à petit, on perd du terrain et on perd l'intérêt. Donc c'est un vrai souci pour nous, notamment vis-à-vis de ces petites entreprises. Et c'est pour ça que la Compagnie nationale, depuis le début de l'année, a mis deux chantiers. En fait, c'est un chantier sur la communication pour expliquer non seulement à notre environnement, mais également donner des outils à tous les confrères pour valoriser leur mission quotidienne auprès des chefs d'entreprise, qui sont notre cœur de métier et qui sont la garantie de notre business de demain. Il faut appeler un chat aussi. Et une commission très importante qui s'appelle le pôle petites entreprises, justement, pour mettre toute notre puissance de la Compagnie nationale sur le sujet des petites entreprises, parce qu'on sait que c'est un sujet sensible pour nous, que certains dans l'aéropage national, anciens, voire nouveaux, peut-être même plus nouveaux qu'anciens, pourraient imaginer comme étant finalement une mission qui ne sert pas à grand-chose puisqu'on n'apporte pas de conseils et que le conseil, c'est la vie de tous les jours pour les entreprises. Donc on est en train d'échafauder toute une stratégie pour, j'allais dire, conquérir, peut-être pas reconquérir, mais tout au moins conserver et conforter notre place auprès des petites entreprises sur cet aspect accompagnement, on va dire. Un mot sur l'organisation et le management et les équipes. Comment on les fait adhérer à ces changements? Comment on les embarque? Comment on rend la profession toujours attractive? Je pense notamment aux jeunes et je reste très sérieux, même si je le chambre. Cyril, hier, il disait le métier classique, il est un peu emmerdant. Moi, j'ai envie de faire des choses plus stratégiques, plus intéressantes pour le cabinet. Il envoyait du bois, comme on dit. Comment l'organisation suit? Comment elle se mobilise pour intégrer tout le monde, embarquer et accompagner ces changements? Oui, c'est un peu la suite de ce que je disais juste avant. Et j'étais aux estivales là, de l'annexe et du club des jeunes experts comptables samedi dernier. Je comprends que les jeunes diplômés, quand ils rentrent dans la profession, aient envie de faire d'ailleurs des missions à plus forte valeur ajoutée et n'ont pas envie de rester uniquement sur les opérations matérielles. C'est tout à fait légitime et il faut utiliser ces ressources de valeur pour aussi permettre au cabinet d'évoluer. Mais il y a aussi d'autres populations dans un cabinet et c'est sans doute ça aussi le sujet que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on a des populations qui vont devoir aussi accompagner le mouvement et que certaines personnes seront peut-être plus qualifiées pour mener des missions à plus forte valeur ajoutée. C'est une problématique. Je suis plutôt confiant quand je regarde quand même tout le passé, parce qu'on parle... ce matin, on interviewait sur est-ce que la révolution numérique. J'ai dit oui, en effet, je ne suis pas trop d'accord sur le mot révolution, parce qu'on est quand même plutôt en termes d'évolution. Alors peut-être qu'on a un phénomène d'accélération, c'est possible, mais ce n'est pas non plus je me lève demain et tout a changé. Et donc, on voit bien que nos populations dans les cabinets, en 30 ans, ça fait plus de 30 ans que j'exerce, eh bien, à l'arrivée de l'informatique, on a su gérer, le secrétariat, on a su gérer, et on n'a pas licencié pour autant. Mais pour certaines populations, il faut les accompagner et l'Ordre des experts comptables, avec Cap sur le numérique, avec des outils qui sont mis à disposition de tous les confrères, essaye de faciliter
la transition pour ces personnels. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que certains ne vont pas avoir un peu à souffrir de certaines évolutions parce que les tâches matérielles diminuent. Mais il faut bien distinguer, il faut quand même segmenter. Et sur l'attractivité, on recrute aussi des personnels qui ne sont pas des comptables aujourd'hui. Et de plus en plus, on a des recrutements diversifiés. Si je prends l'exemple du service social, ce n'est pas obligatoirement aujourd'hui des comptables qui s'occupent de la paye. Donc on a aussi recruté, on a eu des sources de recrutement différentes. Et ça va s'accentuer. C'était aussi ma question à Denis Barbarossa. Est-ce que demain, on peut imaginer que la moitié des recrutements des cabinets d'experts comptables ne soient pas dans le vivier habituel des experts comptables ? Ça fait tout à fait écho à ce qu'évoquait Cyril hier. On a aujourd'hui effectivement des populations qui sont un peu doubles. On a d'une part celles qui sont historiquement attachées à une mission classique de tenue et qui s'y accrochent et qui voient la révolution numérique ou l'évolution numérique comme étant un risque évident pour elles. Et on peut être tenté de se dire qu'on va attendre patiemment qu'elles terminent un petit peu leur parcours de carrière au sein du cabinet pour envisager de suivre cette évolution. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il est évident qu'il faut impérativement accélérer, que nous puissions passer à l'étape suivante. C'est une question de mobilisation pour les collaborateurs et évidemment de motivation, puisqu'on se rend bien compte que passer des heures à tenir des livres n'est plus très engageant pour beaucoup, et que les outils numériques sont effectivement là pour les accompagner. Et donc ça permet deux choses. D'une part, de continuer, à œuvrer au bien-être de nos collaborateurs, parce qu'ils seront un peu moins asservis sur un PC à passer les touches entrée assez régulièrement. L'objectif que nous avons, c'est qu'effectivement l'outil simplifie la vie, et c'est bien souvent le principe de l'informatique aujourd'hui, c'est de nous simplifier la vie. Donc grâce au numérique, on simplifie la vie du collaborateur. Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'il gagne et de son bien-être ? On a deux choses. Un point de vue un peu égoïste pour lui, qui lui permettent aussi, grâce à tous ces outils, de travailler différemment, de travailler chez lui. Moi, au cabinet, j'ai une petite structure, j'ai 3 collaborateurs, et sur mes 3 collaborateurs, j'ai une personne qui est quasiment temps plein aujourd'hui en télétravail, et qui ne vient plus qu'une journée au cabinet, en fonction, alors, en tant que Parisien, des grèves, des aléas de transport, des problèmes de travaux récurrents. Et c'est aussi pour nous un argument, entre guillemets, d'attractivité du cabinet, que de permettre à nos collaboratrices et collaborateurs de télétravailler en fonction des contraintes que chacun peut avoir. C'est un facteur d'attractivité important. On a trop de problématiques de recrutement dans cette profession. Ça fait partie, évidemment, d'un avantage, entre guillemets, concurrentiel. Mais c'est aussi une évolution qu'on leur permet d'avoir. Et on peut aussi, grâce à ces évolutions numériques, remettre les collaboratrices et collaborateurs chez les clients. C'est que trop souvent aujourd'hui, avec la baisse des marges et des chiffres d'affaires qui nous sont affectés, entre guillemets, par le client, on a eu tendance à conserver les collaborateurs au cabinet et à moins voir les clients. Et je fais le lien avec les missions de conseil que souhaite Charles René. Évidemment que quand on ne voit plus le client, au-delà de les formaliser, ces missions, moins on voit nos clients, plus on a de difficultés à lui proposer de nouvelles missions. Si, grâce aux évolutions numériques, on remet les collaboratrices et collaborateurs chez nos clients, on détectera de nouveaux besoins plus facilement. Et donc, on élèvera évidemment le niveau global de nos collaboratrices et collaborateurs. C'est pour ça qu'à l'IFEC, on a mis en place une plateforme d'e-learning qui permet à chacun de se former à son rythme, experts comptables, collaboratrices, collaborateurs et leurs clients également, au numérique pour ceux qui sont concernés par le numérique et au sujet technique pour ceux qui doivent aussi se mettre à jour. Ça permet en fait de maintenir un niveau, d'acquérir de nouvelles compétences et de rester sensibilisé à des sujets variés. Lionel Kanzi, sur l'évolution des compétences, l'évolution du métier, comment vous voyez les choses, vous ? Déjà, je partage l'avis de Charles René sur la capacité d'adaptabilité de la profession au changement. Donc on a cette habitude, on vit tous les ans des lois de finances qui changent les règles, donc on a cette capacité à s'adapter au changement. On l'a vu sur la partie informatique, on est passé d'une époque que j'ai pas connue, mais où les bilans se faisaient papier. Voilà. Après, on est passé à l'informatique, au PC, au réseau, et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a une accélération, il n'y a pas une révolution. Et la profession a été capable de s'adapter. Donc, je n'ai aucune inquiétude sur la capacité d'adaptation de la profession au changement. Au contraire. Après, sur les collaborateurs, parce que c'est aussi notre capital humain, les collaborateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de nos collaborateurs qui n'ont pas le profil du futur ? C'est une grande question. Donc, comment on va mener dans nos cabinets, dans nos entreprises, puisqu'on est aussi des chefs d'entreprise, on est des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Donc, comment on va mettre un plan de formation en place pour mener nos collaborateurs vers le cabinet de demain. D'où le plan stratégique dont je parlais tout à l'heure. Où est-ce qu'on veut amener notre cabinet, notre organisation ? Est-ce qu'on va continuer à embaucher des bacs pro ? Est-ce qu'on va continuer à embaucher des BTS compta ? Ou est-ce qu'on va aller chercher des gens en dehors de la profession, en dehors des circuits classiques ? Alors non pour la partie classique traditionnelle du métier, mais si demain on doit faire de l'audit informatique, si on doit faire du juridique, si on doit faire
tous ces métiers annexes qu'on fait déjà dans nos cabinets, on va avoir besoin de profils différents. Donc on a deux problématiques pour ce capital humain. C'est déjà par rapport à la stratégie, quels collaborateurs, quelles compétences on veut. Et il va falloir qu'on se pose une question dans la profession, c'est est-ce que demain il ne va pas falloir mettre en place une école de la profession pour pouvoir former ces compétences-là et qu'on puisse les récupérer dans nos cabinets. Prenons l'exemple aujourd'hui du social, on a une pénurie de collaborateurs sociaux dans le pays. On cherche tous des collaborateurs sociaux, impossible d'en trouver. On parle de 5 millions, 6 millions de chômeurs, on a une branche, on a une profession qui ne connaît pas le chômage, qui embauche et qui paye correctement. Donc on a un vrai enjeu pour nos cabinets de pouvoir avoir des collaborateurs de bon niveau et qui soient formés à ce qu'on veut. Si on attend l'éducation nationale pour former et pour changer les programmes, ben le jour où on aura réussi à faire un changement, il sera déjà obsolète. Donc je pense que c'est un dossier qu'il va falloir qu'on prenne en charge. Je pense que c'est un dossier même qui est apolitique, hein. C'est un sujet qui concerne la profession. On doit arriver à mettre en place les structures pour avoir les collaborateurs qui correspondent à la volonté et à ce qu'on voit de notre cabinet dans les 10 ans à venir. Vous disiez apolitique, on va parler de politique sur l'année là qui vient. C'est quoi les chantiers politiques pour ceux qui représentent la profession, que ce soit des commissaires aux comptes ou des experts comptables? Jean de Refton, à quoi vous allez être vigilant? Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur ou de mauvaise humeur dans les mois qui viennent? On a un sujet, on espère qu'on ne le verra pas d'ailleurs, mais on a un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence, qui inquiète régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, quand j'ai commencé, donc ça fait quand même quelques années, ça doit se voir, c'était déjà un souci. Mais le souci se fait de plus en plus prégnant. Je vais bientôt vous dévoiler ce que c'est. Oui, je piaffe. Voilà. Je piaffe. Mais il fallait un peu de suspense parce que bon, c'était un petit peu le jeu. En fait, on a un risque depuis quelques années politique sur les fameux mandats dans les PE dont je parlais tout à l'heure, dans les petites entreprises. Parce que d'aucuns ont imaginé à un moment donné que effectivement le commissaire aux comptes, s'il n'y en avait pas dans les toutes petites entreprises, ça serait de la simplification, puisque c'était à la mode, sans voir vraiment notre mission, sans nous connaître, mais politiquement c'était assez sympathique. Et ça revient cette idée? Et ben ça revient régulièrement. Alors elle progresse, on espère qu'elle fasse marche arrière, mais régulièrement on a des inquiétudes à ce niveau-là et nous sommes très vigilants autant que faire se peut. Parce que face à un amendement qui pourrait passer, voire à travers une pleine nuit, comme ça, en pleine nuit, au mois d'août ou dans une ordonnance, il est évident que c'est notre gros point d'inquiétude. Votre point politique à vous, président de l'Ordre des experts comptables, quelle est la chose qui vous rend vigilant? Alors, ce qui risque d'arriver, qui peut concerner quand même un peu aussi notre activité, c'est aussi les effets de seuil. C'est la volonté du président Macron vous savez, de remonter les seuils des micro-entreprises, ce qui était les auto-entrepreneurs. Et on est en train de discuter là-dessus sur le schéma, mais dans la loi de finances, il pourrait y avoir quelque chose qui favoriserait qu'il y ait plus de micro-entreprises. Et on est en train de voir comment présenter ce système pour qu'il n'y ait pas non plus quand même trop de micro-entreprises. Trop de micros ou les comptes, parce que c'est un peu paradoxal. C'est vrai que on veut pas trop de contraintes, mais d'un autre côté, est-ce que c'est sain pour le pays d'avoir une multiplication d'entreprises qui n'ont plus de réglementation et on sait très bien qu'ils ne sont pas obligatoirement à ce moment-là complètement dans le champ fiscal, voilà, pour parler correctement. Donc c'est quand même un vrai sujet. On avait déjà, je le dénonçais, le problème je parle de zone de non-droit social quand on a l'URSSAF qui veut développer du TAISE. Je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des zones de non-droit fiscal avec des entreprises de plus en plus nombreuses qui n'ont qu'à déclarer à un moment un chiffre d'affaires peut-être pas exhaustif. On vous a parfaitement compris sur la nature de cette inquiétude. Denis Barbarossa. Les sujets du syndicat sont forcément ceux des institutions, puisque par définition, nous regroupons les deux professions et que lorsque on attaque les seuils, nous sommes vigilants, nous sommes en relation permanente avec la compagnie nationale et que dès lors qu'on a effectivement un soupçon de volonté de relever les seuils, nous sommes à l'écoute et remontons la compagnie et tentons d'activer nos réseaux parallèlement à ceux de la compagnie pour écouter les signaux faibles d'une part et tenter
de tuer dans l'œuf toute volonté de continuer à remonter les seuils. Et pour ce qui concerne l'expertise comptable, on a deux sujets. Évidemment, la remontée des seuils des régimes micro ou auto-entrepreneurs a un avantage évident pour le législateur, c'est que ça met dans un champ hors droit, comme évoquait Charles René, beaucoup d'entrepreneurs nouveaux, mais surtout ça permet de rentrer de l'argent. Quand on a un expert comptable, généralement c'est bien suivi, les boîtes ne sont pas forcément très très rentables en TPE en France, et du coup comme les marges sont plutôt faibles, on a une taxation relativement affaiblie. Quand on taxe sur le chiffre d'affaires, on ne se pose pas la question de la rentabilité, c'est quand même assez fabuleux comme régime, et donc on a une tentation évidente du législateur de mettre dans ce régime forfaitaire de plus en plus de monde, ce qui permettrait de taxer de plus en plus C'est la facilement. chasse fiscale dont parlait Eli Cohen tout à l'heure. Qui nous agacerait un petit peu, évidemment. Et nous sommes aussi à la chasse à la simplification. Nous contribuons en fait au sein du Conseil de simplification, l'ancien Conseil, dont nous espérons qu'il sera maintenu, pour contribuer à donner des idées et des pistes de simplification dans un pays qui a une capacité à créer 80 taxes en un quinquennat. C'est vrai. Mais, vous l'avez dit, parfois ça vous a arrangé pour faire de l'explication. Vous concluez? C'est à vous? Merci. Oui, donc, nous, notre préoccupation, donc on voit cet environnement mouvant avec le numérique, avec la complexité, avec les attaques de l'Europe aussi, avec le paquet service sur la profession. Donc il est divers. Le premier, c'est d'essayer de réfléchir au cabinet de demain et comment permettre à l'ensemble des cabinets de se préparer à ces changements. Ça, c'est culturellement chez ECF, donc la préparation du futur pour l'ensemble des cabinets libéraux et de ne pas laisser les petits en chemin. Et puis la deuxième partie, bien évidemment, c'est la défense de la profession. Et une partie aussi, puisque nous sommes aussi une profession citoyenne, c'est d'essayer de faire énormément de lobbying auprès de notre environnement politique pour leur expliquer ce qu'est notre profession et puis aussi ce qu'est la TPE-PME, puisqu'aujourd'hui nous sommes les seuls pratiquement à être capables de parler de la TPE-PME. Et on voit bien dans toutes les opérations de lobbying, avec par exemple le baromètre que nous sortons dans les conseils régionaux et en particulier en PACA, l'écoute qu'il peut y avoir sur ces informations et sur les informations que nous pouvons donner aux politiques sur ce qu'est une TPE-PME. Ils n'ont pas forcément la connaissance du tissu économique et de cette partie-là. Donc nous avons un rôle capital à jouer en tant que chef d'entreprise et conseil privilégié des chefs d'entreprise. Messieurs, merci, on vous applaudit. Alors, restez avec nous. Dans un instant, il va se passer des choses totalement inattendues. Moi, je vous ai réservé une surprise personnelle, mais je ne vous la montrerai qu'à la fin, la surprise. Avant cela, Pascal Houillon va nous dire au revoir et peut-être faire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Et juste après, on fera une espèce de quiz avec Bertrand Gall, un truc marrant. Pascal Houillon en piste. Hein? Le jingle, bah oui, bien sûr. Ah non, c'est un acquis. C'est un acquis, il y a une réglementation du jingle, et c'est une réglementation européenne, et donc vous y avez droit, Pascal. Merci beaucoup, David. Je ne vais pas faire une synthèse de ce qu'on a vu pendant les 2 jours. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes et de terminer à l'heure. Ça sera au moins un objectif atteint. Et d'essayer de... Et je vais donner la parole après à Antoine, effectivement, pour la partie... surprise, j'ai dit. Je voudrais remercier Charles-René Tandé. Il était avec nous hier soir. Il m'a dit qu'effectivement, il était parti ce matin à 6h du matin pour aller dans le nord de la France. Et il n'a même pas utilisé d'hologramme. Il est revenu en chair et en os ici pour cet après-midi, pour cette session. Merci beaucoup. Alors déjà, moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pour ce premier CJ de Monaco. Et le premier d'une longue série pour moi. Je sais qu'il y en a eu 13 avant moi, 12 avant moi, puisque c'est le 13e. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Donc c'est tous les 2 ans, David, c'est pas tous les ans. Donc c'est tous les 2 ans. Mais on pourrait passer à tous les ans. C'est bien tous les 2 ans. Tous les ans, une semaine, ce serait pas mal. Mais bon. C'est en train de s'étendre. Bon. David, il veut se faire élire à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des promesses moi, je suis bien avec qui n'engagent que lui. Sinon, mais si à chaque fois j'ai une super bonne nouvelle en plus personnelle, je serais ravi d'être avec vous une semaine par an, vraiment. Et je viendrai avec mon épouse et mes 2 filles. Super. Aux frais de la princesse voilà. Ou du prince. Donc, j'ai été ravi de passer ces 2 jours avec vous, même ces 3 jours, puisque on a fait une journée avant avec le club Aprimex. Ça m'a fait plaisir de reprendre contact avec un certain nombre d'entre vous après pratiquement 8 ans que j'étais pas revenu en France.
J'ai retrouvé un certain nombre de visages, même si je pense qu'on a tous pris un petit peu de l'âge. On se regardait des fois de temps en temps en disant on se connaît pas. En fait, on se connaissait. Et donc c'est très agréable de revenir et de reprendre contact avec la profession expert comptable. Je voudrais réaffirmer ce qui a été dit hier par Christian Lucas et par Jean-Michel Aulas. Notre engagement aux côtés de la profession comptable en France. On pense que votre activité est devant une évolution rapide, si on ne veut pas parler de révolution, qu'on est capable de vous aider et qu'ensemble, on est capable d'aller servir beaucoup mieux les PME françaises, de leur apporter tout le support dont elles ont besoin. Je me referai l'écho de Charles-René Tandet. On va le faire avec vous, pour vous, dans le respect de votre profession. De temps en temps, on va vous pousser si on pense que ça ne va pas assez vite, mais on est là pour vous fournir les outils, et les outils qui vont vous permettre de faire mieux votre métier, le métier que vous faites aujourd'hui, mais surtout de vous donner des capacités à aller faire du conseil, voire à vous spécialiser pour servir le tissu économique de la France. Merci beaucoup. Merci Pascal Houillon.